Secrétaire général du PRP, mais avant tout, je suis professeur d'université. Effectivement, nous avions des problèmes d'enseignement dans notre pays. Mais on a renvoyé les étudiants et qu'il fallait maintenant, pour revenir, il fallait quand même essayer de mettre en ordre un peu certaines conditions sociales, des logements par exemple. L'institution fondamentale, à cela qui bilo qu'on soit que non, ce qu'elle a bimi, t'as la place de Koutala, t'as la place de Koutala. Dans la pratique, non, il faut tous là. Président Yemoko Asali Kambouana. Ce sont quand même des pratiques que nous pensons que ce n'est pas bien. Du Zaïre savait très bien qu'aucun pays voisin ne pouvait s'hasarder à attaquer les grands Zaïre. La guerre qui se passe à l'Est, où il y a le problème de la protection de l'intégrité territoriale et aussi le problème de l'insécurité. Première chose, il faut qu'il y ait les sciences s'y mêlent. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la réorganisation des services de renseignement. Troisième chose, il faut qu'il y ait un bon système de défense et une bonne politique militaire. Maintenant, nous ne sommes plus tellement en guerre, mais il faut peut-être diminution progressive de l'effectif de la MONUC en fonction des réalités sur les terrains. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Steve Juppy Bonsey, un analyste politique et économique. Avec lui, nous avons échangé sur l'actualité concernant la République démocratique du Congo. Ce soir, c'est un tout nouveau numéro avec un nouveau participant que je m'en vais saluer. Professeur Omeonga Anakoudou Jean, nous vous saluons. Ah, merci beaucoup pour votre réception pour la première fois dans votre émission. Je pense que ça va bien se passer. Comme le professeur vient de le dire, c'est la première fois de participer dans le magazine Deadline. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Le professeur Omeonga Jean est professeur à l'université de Kinshasa, secrétaire général du Parti de la Révolution populaire créé par le feu président Laurent Désiré Kabila, PRP en sigle. Il détient des expériences suivantes. Il a de l'expérience dans les questions de diplomatie, défense, sécurité, géopolitique et géostratégique. Et avec lui, nous allons échanger autour des questions concernant le conflit frontalier RDC Zambie, insécurité à l'est de la RDC, diplomatie et coopération, ainsi que coopération militaire, sans oublier que nous allons aussi parler de l'actualité en ce moment en République démocratique du Congo. Professeur, comme je vous l'ai dit, nous vous saluons de nouveau. Professeur, c'est pour nous une si grande joie de vous recevoir parce que nous allons parler des éléments importants. Nous commençons d'abord en tant que professeur d'université, je ne peux pas manquer à mes devoirs. Il y a eu reprise de classe, rentrée académique. Le chef de l'État est allé inspecter comment le travail, par exemple, à l'université de Kinshasa, où vous donnez cours, pour voir où en était avec les travaux. Il était d'ailleurs satisfait. Et quoique dans la reprise, les professeurs ont commencé à contester. Vous, en tant que professeur, quelle est votre vision globale? Fallait-il d'abord solutionner les questions liées à la prise en charge des enseignants, que ce soit au niveau secondaire et universitaire, avant de relancer l'année académique ou scolaire, ou carrément il fallait aller tout en conciliant, tout en négociant? Oui, bon, merci beaucoup pour cette question très importante. Effectivement, comme vous avez dit que je suis d'abord professeur, même si je suis secrétaire général du PRP, mais avant tout, je suis professeur d'université et c'est là ma carrière professionnelle. Donc, c'est là où je vais avoir ma retraite. Donc, c'est très important que vous me demandiez cette question. Vous avez bien fait. Mais pour répondre à la question, la première chose, c'est que effectivement, nous avions des problèmes d'enseignement dans notre pays. Et que je remercie d'abord le président de la République, Félix Tshisekedi, parce qu'il a fait la gratuité. Et là, il faut d'abord sceller deux choses, l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement supérieur. Les problèmes sur l'enseignement, la gratuité d'enseignement, je crois que c'est une bonne chose parce que ça fait quand même, il y a un avantage que les enfants sont partis comme un grand nombre, les gens qui étaient à la maison. Mais
effectivement, il fallait apprécier maintenant et surtout rendre d'autres conditions sociales acceptables, c'est-à-dire que les paiements des professeurs des nouvelles unités et surtout les gens qui étaient couverts par les services rendus par les parents. Je crois que ce problème-là, je crois que petit à petit, ils ont trouvé une solution. Mais quand nous revenons à l'université dans laquelle moi j'enseigne, je crois que là, nous remercions le président de la République parce que c'est quand même un ingénieur, parce qu'il est parti lui-même voir ce qu'il a promis, c'est-à-dire que renouveler après les événements malheureux qui sont passés avec la mort des agents de l'ordre, et que cette violence que nous avons décriée tous, que ce n'est pas possible à l'université où nous enseignons, où nous instruisons les gens, c'est parce que les cadres de demain ne peuvent pas utiliser la violence. Et nous avons quand même condamné cette affaire immédiatement. Mais on a renvoyé les étudiants et qu'il fallait maintenant, pour revenir, il fallait quand même essayer de mettre en ordre un peu certaines conditions sociales, des logements par exemple. Et le président, avant de commencer la reprise du cours, je crois qu'il est parti visiter les travaux par reconstruction, des ravèlements des homes des étudiants et voir s'il y avait effectivité de la reprise des activités académiques. Moi, j'étais dans la foulée, je suis parti là-bas et que tout s'est bien passé, sauf que bien que la reprise a été officiellement acceptée, mais il fallait maintenant les rendre effectives par rapport aux décisions qui ont été prises avant cette activité. Parce que les professeurs d'université, vous savez bien, pendant les confinements, ont quand même donné certaines revendications concernant les salaires. Parce que vous savez très bien que c'est quelque chose que nous avons quand même décrié avec l'hyper des impôts. Parce que nous ne refusons pas, les professeurs ne refusent pas payer les impôts, par exemple, parce que c'est un acte de civisme qui est très important pour tout citoyen, parce que ça quand même gère quand même les rémunérations des autres, mais c'était peut-être l'improvisation, et surtout qu'on ne sait pas sur quoi on retire est-ce que sur les primes institutionnelles ou sur les salaires. Donc, ça, je dois passer. Bon, après, je crois qu'il fallait aussi maintenant qu'on soit quand même conséquents nous-mêmes, bien que le président a demandé la reprise des activités avec les ministres de l'enseignement supérieur, mais il fallait qu'on revienne parmi notre syndicat, c'est-à-dire la Poukine, pour voir ce que nous avons décidé, si ça a été quand même, les conditions étaient quand même remplies. C'est pourquoi on a été réunis, on a évalué cette négociation avec les gouvernements. On a trouvé que la négociation n'avançait pas dans le sens positif. Et c'est pourquoi nous avons été amenés à aller en grève, à donner un préavis au moins de 2 semaines pour que les gouvernements essaient de nous comprendre dans une certaine mesure. Et que nous avons quand même donné une ouverture, un peu quand même à l'attaque des parents, qu'on ne reprend pas les enseignements tout de suite, mais on peut donner quand même l'ouverture à des activités de défense, de mémoire, de thèse et de DEA, et aussi à faire des mémoires et des libérations des étudiants qui n'ont pas été délibérés. Et c'est dans ce sens. Mais nous pensons qu'il y a un élément important pour dire qu'il n'y a pas des professeurs, de catégorisation des professeurs, mais je crois que c'est l'ensemble des professeurs d'université qui est d'accord pour qu'il y ait quand même cette négociation, s'aboutisse quand même à des points positifs. Bozolanda biso na maso na biso to bengi deadline tozo yamba pona bino mwana mboka professeur Omeunga Ona Kudu Jean azali professeur na université à Kinshasa, secrétaire général ya parti de la révolution populaire ya Kondo, président Laurent Désiré Kabila, PRP na Mokuse azali oyo a lendi pena na makambo etali défense, diplomatie, sécurité, géopolitique et géostratégie. Professeur, na deadline to lobara na lokota na lingala. So na tonyo mutuna na lokota na lingala o yanoli pe na lingala. Na tonyo na li França, o yanoli pe na li França pona to lingaka batu nyonso ba yo kabiso, bato bazana kati ya boka pe libanda. Professeur Omeunga, tonyi tokota na mozindo amaso na biso to yambi binosiko. To komonaka batu kolela. Président de la République talela biso likamboyo. Président de la République, tel est la bisoli Camboyo. Tout le monde ba professeur revendication na bango na université et na niveau ya école secondaire, bango nyonso revendication. Ba médecin, ba avocat, ba nyonso ba tel la président de la République. Yango na yo loko la molakisi. Loko la homme politique.
Ce que tolingi oyano la biso na population zolando sikoyo. Molongo o Italie président de la République ezanini, molongo Italie premier ministre ezanini. Ya solo toponaka chef de l'État, to premier président, to ken élection, to pesiem pifo ya kokamba ekolo. Kasi mutu akinaka liboso ya assemblée kokata makambo kolakisa ndenge okombeleza premier ministre. Tongi to yeba epa ya nani kolelela. Bakina kolelela epa premier ministre na ngonga nini? Bakina rapé kolelela président na ngonga nini? Parce que tozolanda ba mission mususu bazotuna est-ce que président de la République a sombi radio te pona oyoka makamba kuluna? Nani akolanda makamba kuluna? Nani akolanda makamba ba revendication? Epa ya nani na ngonga nini il faut kolelela epa ya président de la République? Na ngonga nini président population il faut alelela premier ministre? Merci beaucoup de la question. Mais il faut déjà que nous avons question, c'est un peu malheureux que la situation est la Kanamboka, place Babengi démocratie, parce qu'il y a séparation du pouvoir et il y a c'est-à-dire la constitution fondamentale. À cela qui bilo konyon soit que non, ce qu'elle a bimi, t'as la place de Koutala, t'as la place de Koutala. Mais parfois, il faut comprendre que les Alakis n'ont pas une culture politique depuis l'époque de Mobutu. Il y a aussi des stratégies politiques de plusieurs présidents africains, dans le sens que non, les Cambouana ont beaucoup de solutions, et pas Premier ministre, pas secrétaire d'État. Il faut engager Moukonzi, ce qui n'a lobby, des solutions à causales. Et pourtant, on n'a pas place Moussous, constitution sans lobby que ce qui ministre de l'enseignement, ce qui par exemple Camboya revendique un salaire professeur d'université. Premier ministre ou à lundi président ou à le lobby devant les parlementaires. Yende a chef du gouvernement, il y a chef de l'équipe technique où va accompagner le président de la République. Il y a entouré sous un bras droit de ministre dans chaque secteur, prenons le secteur de l'enseignement supérieur. Si vous avez avant que le président de la République, il faut d'abord que le ministre Ayoki Bisso, le premier ministre, il y a la place dans la problème, il y a quand même un décalage, il y a un problème, le professeur Bazo fait sa cour, la condition de Bango, il y a Bana, place Bazo, il y a transport de Bango, tout ça, moyens athées. Comme on a premier ministre. Mais dans la pratique, non, il faut tout cela. Président Yemoko Asali Kambouana. Ce sont quand même des pratiques que nous pensons que ce n'est pas bien, mais écoute-les na pratique qui ça peut être. C'est pas la ça la maraka bongo parce qu'ils ont problème. To komi le loso ko tuni mutuna ote waneza président de la République il faut le bana premier ministre mais ba question sur ceux qui n'est pas président de la République. Ba tu vie cher mbongo ezate dollar et mati président de la République. Pona nini koyebisa te na population te mayewana et c'est un président solution, il faut que un premier ministre. Mais il fallait que ça dit qu'ils manquent d'informations dans les citoyens ordinaires. La sensibilisation que la constitution à l'obénin. Domaine où ce que l'Italie nani. Mais au moins que partout revendication à Koulouna, il faut qu'un président attende le Cambouana. Alors qu'il y a un ministre de l'Intérieur, par la gouverneure de Kinshasa, donc les organes attitrés. Il y a trouver solution Bazali. Et le président de la République, effectivement, c'est le garde de la nation, c'est le dernier recours. Peut-être que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Promis, ça ne pas président Kourbali. Ceux qui, population, ils ont sauté premier ministre, ils ont sauté ministre, ils ont sauté Tobani na gouverneur, ils ont sauté gouverneur à niveau national, les autres sauté premier ministre, comme on n'est pas président, c'est que l'Union na sima président, ça moussala bien té, kobanda na gouverneur, ministre provincial, ministre provinciaux, toké pas ministre nationaux, toké pas premier ministre, l'Union soit ça moussala malamu té, la population et boutimba la mon étage à souka président de la République garant des bons fonctionnements des institutions. Tout à fait. En principe, c'est que la logique est là. La logique est là que non. Chaque ministre, par exemple, le bourgmestre, Azali Moutoumoko est à tout près, il y a pas de population à telle commune. Mais ce qui va tourner, malgré que ça au moins 6 mois, Baza est payé, au lieu que peut-être le gouverneur, Atali Kambouano, comme on a Babengi,
le président de la République. L'Union soit peut-être la logique est là, moi je suis d'accord avec vous pour moi pour ces points, que la logique est là, ça suppose que Batouana où il y a les problèmes de volonté qui n'existent pas, où les problèmes ils sont limités quelque part, mais il y a moyen de dire autrement, ils athées, parce que, mais au Kouakanon, le président de la République a décidé que Nilkamboana est salama, et puis on dit est salami. C'est la pratique que nous avons vue depuis, comment on dit, maréchal, ou le Bakenon. Le Kolanga, vous yipsinga likamboana, na koyipsa premier ministre, na koyipsa lobby, na yena yoka lokwane salami. Ah bon, mon est sollicité talami. Ce sont des choses qu'ils ont bien pour Namboka, parce que la logique est que non, il y a des organes attitrés à trouver solution à chaque moment et à chaque situation. Professeur Moïmga, vous avez l'accepté, mon politique, et mon tour nabiso et à Soukapona, et tenio to bandeli maso nabiso. Président de la République, chef à gouvernement Izaranan, Yaliboso. Premier ministre. Conseil. Mais il faut comprendre que le président aussi est dans le conseil exécutif. Il y a un Moussala ou Bakinaosana, conseil, réunion à ministre, conseil des ministres. Izaranin, tout le monde chaque vendredi, président Rovanda, ministre, réunion, son premier ministre. Moussala, président Izaranin, Nangongawana, Moussala, il y a premier ministre, Basala Ranini. Non, le problème avec. Il y a un gouvernement, il y a le président qui est là, qui est quand même l'autorité, donc chef de, garant de la nation. Il y a le premier ministre, il y a des ministres sectoriels, c'est-à-dire chaque des développements rural, d'enseignement supérieur, communication, le conseil, c'est-à-dire que c'est pour adopter les décisions au Bazoua qui, par exemple, dans tel domaine, par exemple, il y a sécurité à Koya qui est bon, Tala. Moi, où tout a un problème dans l'Est, il y a eu autant de morts, il y a eu telle solution, où la République démocratique du Congo est attaquée à tel endroit, devant les conseils, devant d'autres ministères. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va donner aussi des propositions pour que cela n'arrive plus et que c'est sous l'œil et l'écoute du président de la République. Donc, on va discuter sur les points et on adopte que non, à partir d'aujourd'hui, parce qu'il y a le patrie à danger, il faut peut-être qu'il y ait la formation de jeunes ou obligatoire, service militaire, où il faut maintenant envoyer tout un état-major à l'Est pour ça. De toute façon, on adopte ça au niveau du conseil du ministre, sous la supervision du président de la République, s'il est là. S'il n'est pas là, c'est le premier ministre. Donc, il faut comprendre que chaque ministre amène des problèmes et des solutions à son secteur bien déterminé. C'est ça le conseil. Et c'est à partir de là qu'on adopte et il y a maintenant, on fait un compte rendu. S'il y a des problèmes qu'il fallait avant d'être exécuté, il faut que ça passe par le Parlement et on envoie ça au niveau du Parlement pour que ça soit exécuté ou la loi doit être prise, comme vous avez vu, la discussion sur la formation ou les services nationaux ou la formation militaire obligatoire des jeunes. Bozan katamation na biso to bengi deadline tozo ya mwana mboka professeur Omoyonga Onakudu Jean Boyoki ndenge mota politiki ayanole biso alobi boye ezali na masolo oyo toko mema mbela epa ya président de la République ezali pe na bambela o toko mema na premier ministre mais mingi bambela o to memela président ezara ya yete il faut tala eteni nini ya mboka yozo kende soki oza niveau ba province kolela na bino na kati ya province sécurité vie chère maramezo simbate zando wana gouverneur et puis na chaque secteur eteni boke oluka ministre provincial atali likambo wana soki tomati na niveau national wana tokomi na niveau ya premier ministre yende premier ministre atambolisaka mboka mokolo na mokolo yende mama ndaku yenda yo barasala boy donc boza na secteur nyonso eteni evandi par exemple ya COVID-19 wana boko la ministère à santé na niveau national ti boko na makambo enseignement ba professeur ba futamite wana bokei eteni o babengi ministère ya enseignement soki eza niveau primaire secondaire to universitaire bino kaka nde bokoyeba elo bozoluka premier ministre nde ba kolela nyonso yenda kozwango na conseil des ministres nde akotanga okabola masolo akoloba pe na papa mokonzi ya ekolo président de la République constitution nde etalisi biso so bota na eteni yango na lobaka na magazine na biso
oza na Bible na yo, pembeni po toza mokristo, toza musulman, peu importe l'église au Sambela, baki saka pe constitution pour te bako sauter pe lo barake non président azana radio te tolingi azana radio pour na ba mamboka te il faut pe to lo ba premier ministre azana radio gouverneur pas azana radio batnyos pour na mutu azwa etenine professeur. Maintenant, nous allons vers les eaux profondes. Nous commençons avec ce conflit qui nous est imposé, ce conflit frontalier entre la RDC et la Zambie. Nous nous posons la question, pourquoi aujourd'hui un pays comme la Zambie vient créer du désordre en RDC? C'est à partir de quand, de quel moment la RDC a perdu sa capacité de dissuader les pays limitrophes? Aujourd'hui, tout le monde qui le veut à tout moment peut venir dire que non, revendiquer telle portion de terre, telle autre. Expliquez-nous d'abord la genèse, à quel moment la RDC a perdu sa capacité de dissuasion. Sinon, est-ce que la RDC a cette capacité encore de dissuasion pour que de tels actes ne prennent pas corps? Écoute, maintenant vous me demandez cette question, mais il y a problème, il y a réunification par président. Et il faut voir aussi qu'il y a toujours un petit problème au niveau, il y a le président, si parfois les gens demandent, parce qu'il est aussi comme les garants des bons fonctionnements des institutions, oui. Et surtout garantit aussi, quand même, il garantit aussi la sécurité sur le territoire, dans l'ensemble du territoire. Si on trouve qu'il y a telles revendications qui risquent de déstabiliser une partie de la République et que ça fonce à la sécurité de l'État, là, les institutions présidentielles peuvent intervenir. Parce que maintenant, c'est ce domaine, ça relève de lui. Sinon, parce que c'est ça. Bon, maintenant, là, on revient à notre question. Alors, pourquoi des pays comme la Zambie, qui étaient bien avec nous, aujourd'hui, elle vient incursion en RDC revendiquer des terres. Nous, en tant qu'experts dans votre domaine, à quel moment nous avons perdu notre capacité de dissuasion? Vous savez, pour être honnête, quand nous étions dans l'époque, pour être à l'essentiel, nous étions à l'époque du Zaïre avec le président Mobutu. Et je pense que les gens qui suivaient la politique du Zaïre savaient très bien qu'aucun pays voisin ne pouvait s'hasarder à attaquer les grands Zaïre. D'abord, le président lui-même, Mobutu, était le grand négociateur des problèmes de d'autres de nos pays voisins. C'est lui qui disait comme médiateur à tel endroit, à Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Donc, c'est lui était comme le chef et le leader de l'Afrique centrale. Donc, et par conséquent, aucun pays n'osait attaquer militairement la République démocratique du Congo, parce que vous savez, à une époque, je me souviens bien, les Congo-Brazzaville voulaient un peu jouer avec nous, et que le président de la République, il a dit que non, le Congo-Brazzaville ne peut pas jouer avec nous, parce que si je porte mon béret rouge, à 1 heure tout simplement, notre Congo rive gauche sera anéanti. Donc, à ce moment, nous avions une dissuasion militaire. Pourquoi? Parce que personne ne savait qu'est-ce qu'on avait comme armada militaire, qu'est-ce qu'on avait comme des unités militaires, comme il y avait un rapport de force qui était caché et que tout le monde avait peur d'attaquer le Zaïre parce qu'on ne savait pas la réaction. Parce que la dissuasion, c'est quoi? C'est faire peur à un adversaire de t'attaquer avant parce qu'il craint la réaction qui peut être très disproportionnée ou très sévère. C'est ça la dissuasion. Mais cette dissuasion a diminué quand, pour être honnête, quand nous avons été aidés par nos amis, le pays voisin et beaucoup de multinationales pour nous aider dans cette guerre de la révolution pour déboulonner le président Mobutu et qu'il y a eu le brassage, je parle à l'essentiel, il y a eu des brassages, des intégrations des armées étrangères et des gens qui viennent de gauche à droite et on a perdu cette unité nationale de l'armée et qu'à ce moment à l'intérieur, on ne sait plus qui est qui, et la trahison était toujours là, et les gens ont su découvrir notre géopolitique.
notre site géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire savoir qu'à Kinshasa, il y a autant d'aéroports, à Kinshasa, il y a autant d'unités. Voilà la faiblesse militaire de la République démocratique du Congo. Si on tape là, donc on sera déjà anéanti cette partie. Donc, on a découvert les faiblesses et les points forts de notre armée et surtout de notre pays. Voilà, c'est un moment-là où on a perdu notre dissuasion militaire. Mais bon, effectivement, à un moment donné, on a petit à petit de reprendre cette dissuasion parce que je pense qu'après la guerre, il n'y a pas eu, maintenant, on est en train d'écarter petit à petit les gens que nous croyons être n'est pas les nôtres pour au moins installer le nationalisme et surtout la cohésion nationale et parfois l'achat d'autres équipements militaires. Professeur Omayunga, comment mettre fin à cette situation d'incursion récurrente et surtout à la naissance régulière de groupes armés? Aujourd'hui, selon les statistiques, selon certains experts, il y a plus de 450 groupes armés en République démocratique du Congo, surtout à l'Est, là, l'insécurité. Comment faire? Quelles sont les propositions concrètes à faire? Tout à fait, mais je vais quand même séparer deux choses. Les problèmes des zombies RDC, c'est une chose, et l'insécurité à l'Est avec des groupes armés. Tout à fait. Donc, parce que là, oui, ce sont des hommes en armes. Hein. Ah, exactement. Ce ne sont pas des civils qui entrent. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a deux États, deux armées qui se battent. Parce qu'ils sont aux frontières, l'armée zambienne et l'armée de la République démocratique du Congo. Donc, mais là, nous parlons qu'il y a, s'il y a affrontement, on dit affrontement entre les États. Donc, entre deux États qui s'affrontent. Et alors que là, il faut faire la différence avec maintenant la guerre qui se passe à l'Est, où il y a les problèmes de la protection de l'intégrité territoriale et aussi le problème de l'insécurité. Parce qu'il faut faire la nuance entre la défense et la sécurité ou les menaces. Vous voyez, par exemple, pour dire qu'il y a une faiblesse au niveau, par exemple, de l'enseignement militaire. On ne peut pas comprendre, avant que je réponde à l'Est, on ne peut pas comprendre comment une armée peut traverser la frontière, entrer dans notre frontière chez nous, 15 km. Est-ce qu'il n'y a personne là pour... Non, je sais ce que je vous dis. Alors que il y a d'abord, quand je suis arrivé ici, on ne peut pas étaler, quand je suis arrivé en 1998, comme moi j'ai présenté mon diplôme de l'Institut africain d'études stratégiques, on m'a demandé de faire la part entre la DEMIAP extérieure et la DEMIAP intérieure. La DEMIAP, c'est-à-dire que c'est les renseignements militaires. Et que, parce qu'on a trouvé qu'il y avait la confusion et que le général Mounene m'avait demandé, parce que j'étais recommandé par Moïse, m'avait demandé de faire la différence. Parce que, pour dire que le renseignement militaire externe, c'est là, ce n'est pas en RDC. La RDC externe, c'est-à-dire que ce sont des spécialités, ce sont des unités que nous envoyons à l'extérieur de notre pays pour au moins trouver toute atteinte à la sécurité de notre pays. Et que, à toute situation qui inquiète le pays devrait être déjà signalée à la DEMIAP intérieure. On ne peut pas comprendre que la Zambie entre chez nous et puis il y a notre ambassade, parce que dans notre ambassade, la représentation diplomatique en Zambie, à Lusaka, il y a l'attaché militaire, il y a l'attaché de la NER et l'ambassadeur lui-même, parce que l'ambassadeur est là pour au moins la coopération et informer le pays à toutes les situations. Et l'enseignement militaire, c'est l'attaché militaire, c'est voir comment si notre pays peut attaquer et chercher des informations. Mais c'est ce qui est un peu incohérent parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est attaqué. Il y a des militaires zambiens qui entrent chez nous 15 km et on est surpris. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui est vraiment dommage. Ça suppose qu'il faut la réorganisation des services de renseignement parce qu'on ne peut pas combattre, l'armée ne peut pas avoir une bonne défense ou une bonne offensive, ça qui est le service de renseignement, c'est les yeux et les... Comment remédier à ça? Parce qu'avant d'arriver à l'insécurité... Voilà, justement. Ce que j'ai dit, maintenant, il faut comprendre qu'il faut... J'ai toujours dit plusieurs fois, mais je ne suis pas peut-être écouté, il faut écrire plusieurs fois, qu'au niveau, il faut toujours faire la jonction entre la science et la politique de défense. Parce que dans d'autres cieux, par exemple, vous avez aux États-Unis, on appelle ça think tanks, c'est-à-dire qu'il y a des centres de recherche qui font que telle politique doit être menée, ils vont faire des recherches sans considération politique.
c'est pour l'intérêt de la nation. C'est-à-dire que comment on peut mener une politique étrangère ou comment on peut mener une diplomatie, c'est centre fait des recherches. C'est pourquoi j'ai demandé ici, il faut qu'il y ait la création de comités scientifiques de défense où on peut intégrer et les philosophes de l'opposition et tout ça pour au moins... Mais il y a l'école de haute stratégie militaire. Non, ça, c'est autre chose. Moi, je parle parce que là, on ne prend pas tous les philosophes, on ne prend pas tous les sociologues, on ne prend pas tous les nationalistes. Là, c'est ce que moi, j'ai fait comme moi, mais je ne le fais pas ici. Comme je dis, je suis diplômé de l'Institut africain d'études stratégiques, défense et sécurité de Libreville. Et c'était là où j'ai donné le cours de défense à l'université. Donc, pour dire que vous me demandez des propositions concrètes, la première chose, il faut qu'il y ait les sciences s'y mêlent. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la réorganisation des services de renseignement. Troisième chose, il faut qu'il y ait un bon système de défense et une bonne politique militaire. Parce qu'il faut séparer beaucoup de choses. C'est-à-dire que les systèmes de défense, il faut quand même savoir qui on met, comment ça fonctionne, toutes les chaînes là de l'armée. Et comme Mouzé l'a fait, quand il est arrivé ici, il a pu déjà, première chose, créer ce que vous avez dit, la dissuasion là. Quand il a vu qu'il y avait des gens qui étaient mal intentionnés, il avait dû créer ces dissuasions, c'est-à-dire d'abord voir la dimension territoriale de notre pays. Et cette dimension, il fallait la couvrir en perspective d'une guerre. Quand on veut la paix, on prépare la guerre. Et là, c'est pourquoi il a créé, moi j'étais dans les staffs, on a créé ce service national, service national où on devait avoir des réserves stratégiques. Parce qu'on ne peut pas faire une longue guerre populaire sans qu'il y ait à manger, parce que vous voyez, d'autres pays, on s'organise. C'est pourquoi nous disons que nous avons des potentialités à faire une guerre longue, mais il faut une organisation interne. Bon, cette histoire-là abandonnée, et c'était une situation. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la création très importante de l'armement psychologique, teinté d'une cohésion anémique. C'est-à-dire que cette affaire, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Il faut créer toute une cohésion nationale pour la défense nationale. Comme vous avez vu, Mouzé, il n'était pas en Djili, il n'était pas là-bas, il n'y avait pas de militaires en Djili du côté de Tchangou, mais tout simplement par la socle idéologique de la défense de votre territoire, de votre espace pour les enfants et les générations futures, les gens d'Ndjili ont pu anéantir cette rébellion rwandaise que vous connaissez l'histoire. C'est ça qu'il faut amener. Mais actuellement, cette cohésion nationale n'est pas encore là. Et c'est ce qui nous fait la fragilité, ce qu'on nous rend faibles, même quand, vous voyez, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, et les gens ne regardent pas ma même direction. C'est pourquoi il faut toujours, dans cette cohésion nationale, qu'il y ait un socle idéologique maintenant. Est-ce que vous ne voyez pas que, parce que ma question aussi, ma deuxième question sur l'Est... C'est autre chose. Oui. À l'Est, maintenant, c'est autre chose. À l'Est, c'est que ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait parler du terrorisme. C'est-à-dire qu'à l'Est, on ne peut pas trouver une solution militaire pour anéantir ce qui se passe, ces groupes armés là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes culturels là-bas, les Emma, les hindous, et puis les multinationales. Pourquoi à l'époque de Mobutu ça n'existait pas? Non, c'est que j'arrive, c'est-à-dire que c'est parce qu'il faut mettre les choses là-bas, il y a les terres communautaires, les guerres intercommunautaires, les Emma, les hindous, les gens d'autre côté, et puis deuxième chose, il y a des responsables politiques qui sont frustrés et veulent détourner parfois les populations locales par rapport à l'autorité centrale. Deuxième chose. Et troisième chose, il y a des multinationales qui créent des solutions d'instabilité pour mieux exploiter. Mais comment affirmer l'autorité de l'État dans ce coin-là? Parce que nous sommes dans l'État de droit. Celui qui va à côté du respect des normes, du respect de droit, il est sanctionné. C'est pourquoi, simplement, purement et simplement. C'est pourquoi, là, la solution que vous m'avez demandé en dehors de l'histoire de la Zambie, il faut qu'il y ait la solution diplomatique. Il faut qu'il y ait la solution... Menée par qui? Diplomatique. C'est-à-dire que diplomatie globale, interrégionale. Il faut qu'il y ait la sensibilisation et, comme vous dites, dire clairement, avec force, que si ça continue dans ce sens-là, nous serons obligés à amener telle chose. Et c'est là, fermement, parce que c'est là où Mobutu était très fort, sachant très bien que s'il est dit, il est fait. Parce qu'il ne faut pas savoir, il faut savoir aussi que les fondamentaux de notre politique étrangère, ça base sur
la vocation africaine, le bon voisinage. Est-ce que par vos propos, je sens comme l'impression que le Congo n'a pas besoin des institutions fortes, mais d'un homme fort comme Mobutu pour imposer à tout le monde une vision commune? C'est-à-dire que non, pas... Parce qu'on tente la voie diplomatique, démocratique, mais c'est comme s'il y a beaucoup de cacophonie. Non, non. Vous avez le tribalisme qui reprend le poil de la bête. Vous avez le communautarisme. Vous entendez, nous ressortissants d'Estelle, nous ne sommes pas représentés au gouvernement. Nous ressortissants d'Estelle, soutenons ceci ou cela. Mais est-ce que quelque part, nous ne rentrons pas à la case de départ où la RDC doit avoir un homme fort qui frappe du poing sur la table? À l'Est, parce qu'il y a le problème d'insécurité, c'est-à-dire que le problème des menaces, si nous parlons maintenant des groupes armés, parce que je dis que là, c'est difficile, c'est comme le terrorisme, parce que ce que nous disons en jargon militaire, c'est-à-dire que la guerre dans la foule. Il y a même des gens qui n'ont pas d'uniforme, qui sont impliqués et manipulés. Une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique qui n'ont pas les mêmes... Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Donc, c'est pourquoi je dis, une guerre asymétrique, on ne peut pas la finir tout simplement avec l'armada militaire. Il faut des actions diplomatiques, des actions politiques et des actions interculturelles. Il faut ça. C'est-à-dire diplomatique, c'est-à-dire qu'il faut persuader tous les pays voisins de votre inquiétude et fermement avec des menaces en disant que non, nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là parce que voilà, avec des preuves à l'appui. Donc par homme fort, vous avez compris, ce n'est pas un dictateur, mais c'est plus quelqu'un qui impose un leadership. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui, si tu fais quelque chose, on t'arrête, on te sanctionne. Si tu continues, on essaie de faire des sanctions exemplaires. Oui, oui. Voilà. Mais actuellement, vous savez très bien, même à l'Est là-bas, on sait très bien qu'il y a certains hommes politiques. Comme des petits rois, chacun dans son coin. Voilà, dans son coin, et que chacun traite avec les multinationales pour moins des intérêts privés. On voit des petits avions qui arrivent là-bas, on voit des gens qui allument des... Vous savez, ce n'est pas possible que chaque fois que des gens quittent, par exemple, on dit les Rwandais ou les Ougandais, quittent la nuit pour venir tuer au moins 30 personnes, égorger 50 à 30 personnes. À cause de cela, il y aurait même des menaces qui planent sur notre docteur. Voilà, même le président s'est infligé par rapport à ça, il n'a pas accepté. Hein. Il faut la restauration de l'autorité dans l'ensemble de cette partie-là. La restauration de l'autorité par des institutions et par des sanctions et par des décisions. Il faut des institutions, c'est-à-dire qu'il y a des parquets là-bas, il y a quand même des militaires là, il y a les services de renseignement, il y a la police, il y a les militaires, tout ça doit travailler en connivence pour au moins essayer d'installer de l'autorité. Mais je sais très bien qu'il y a toujours un problème, c'est que Mouzé disait à tout moment qu'il faut qu'il y ait la cohésion. Il faut jamais trahir. C'est ce qui nous manque parce que chacun voit ses intérêts privés, chacun voit être gouverneur, chacun veut être ministre, chacun veut être quelque part, mais comme on ne l'a pas mis, il essaie d'activer d'autres groupes armés pour que non, voilà, je dois être là, par les groupes armés, on peut aller à la négociation. Mais c'est ça qu'il faut éviter en tout cas, et préparer une dissuasion militaire parce que c'est la discrétion. La dissuasion à discrétion, c'est le secret militaire de chaque État. Et comme on a été découvert par cette histoire de la guerre révolutionnaire, il faut maintenant préparer cette décision parce que à ce moment, la Zambie ne connaissait pas très bien comment nous vivons militairement, la Zambie ne peut pas oser et franchir la frontière comme ça à 15 km et n'est pas inquiété. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont sortis ou ne sont pas sortis. Et il faut aussi renforcer les services d'information et de renseignement. On ne peut pas comprendre que la Zambie peut être 2 semaines déjà dans notre territoire et que je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur était au courant ou si l'ANR était au courant ou que le président était au courant et on a ces situations comme ça. Les affaires étrangères, parce qu'il y a rapport entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Parce que quand on a une bonne défense, on a une bonne diplomatie. Quand on a une bonne diplomatie, on a une bonne défense. Donc, ces services-là doivent travailler. Mais nous, on était à l'époque quand on a travaillé aux affaires étrangères, je crois que notre mission avec Chou Kitundu, c'était de planifier des relations avec les voisins, de planifier des relations avec l'Union africaine de l'Afrique, et de planifier avec les gens de l'Est, avec les gens orientaux, donc les Chinois et les autres, et aussi sur l'histoire, comme on appelle, le partenaire stratégique. Moi, je crois qu'à l'Est, il faut des mesures en dehors des militaires, il faut des mesures diplomatiques, politiques, et des mesures... Comme la MONUC est entrée aujourd'hui, j'ai suivi un peu, Madame la représentante spéciale de la MONUC, quand même, me disait que
il faut effectivement des négociations entre ces groupes armés pour au moins amener à la J'en profite aussi pour cette question, une question à vous poser. Selon vous, la MONUSCO doit continuer sur ce même format parce que sur certaines antennes, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République du Congo a laissé entendre que la RDC avait encore besoin de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous entendez? Oui, mais il faut comprendre. Bon, de toute façon, on ne peut pas venir sur l'histoire. Moi, j'étais le premier, je suis pionnier parce que c'est nous qui avons installé la MONUSCO ici au Congo. Sous l'aide de, quand le Mosée a vu que bon, il fallait installer le Congo, nous avons installé avec le président, avec le secrétaire général, professeur Touaremba, et accompagné de M. Kamere qui est en prison. C'est nous qui avons installé la MONUSCO ici. Donc, c'est nous qui avons appelé la MONUSCO. Mais il faut reconnaître que cette force nous a beaucoup accompagnés. Il ne faut pas nier ça. Ça, c'est vraiment être ingrat pour dire aujourd'hui que la MONUSCO ne fait rien dans ces pays. Effectivement, il y a beaucoup de ratés, mais à l'essentiel, il nous a beaucoup aidés. Est-ce que garder le même format? Non, j'arrive maintenant. Avant, parce que nous ne sommes pas dans les affaires, avant de parler des formats ou diminuer l'effectif de la MONUSCO, il faut voir maintenant l'évolution de la situation telle qu'elle a été demandé de venir ici. Effectivement, ça a évolué. Maintenant, nous ne sommes plus tellement en guerre, mais il faut peut-être diminution progressive de l'effectif de la MONUSCO en fonction des réalités sur le terrain. Moi, quand je vous dis, ce matin, j'ai suivi la représentante de cette institution disant qu'ils sont un travail, et la MONUSCO a toujours dit aussi, le premier défenseur, c'est la RD. Donc, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de la sécurité et de l'intégrité territoriale. C'est d'abord la RDC elle-même. Le MONUSCO vient en accompagnement. Effectivement, nous payons très cher, mais il faut savoir qu'eux, ils font un travail d'appui technique. Comme il a dit, on a demandé des rapports à tel endroit, on a envoyé des rapports là-bas. Mais c'est nous devons avoir la responsabilité première de défendre l'intégrité territoriale et prendre des responsabilités parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent venir mourir pour notre cause. Et puis, la MONUSCO, c'est-à-dire qu'il ne va pas accepter qu'il y ait 50 massacres des membres des Nations Unies et que la RDC elle-même doit prendre ses responsabilités. Je crois qu'à l'Est, il faut qu'il y ait une réorganisation de ces... Parce que la menace, c'est une insécurité qui n'est pas la guerre. Et que cette insécurité, il faut l'anéantir au départ. Si ça vient du Rwanda, il y a un service qu'on appelle ANER extérieur. C'est pour trouver où ça vient, cette insécurité et cette menace. Mais je ne sais pas comment ça marche. Ça fait beaucoup de problèmes. Ah bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu dans l'émission Nayo, à Sepili Makasi. Première chose, Tolobaki, que non, Makamboya, enseignement universitaire, professeur Baza, le premier patriote, où vraiment, beaucoup, parce que c'est que tu as salaire Nabango, et nous formons les cadres du... Il ne faut pas payer ça, bon, $5 000. C'est rien du tout. Si on ne voulait pas faire la comparaison dans d'autres pays de la région, mais $5, c'est rien du tout. Par rapport aux universités, par exemple, à Kinshasa, ils produisent, par rapport à professeurs, ils produisent, on a des frais académiques. Est-ce que canapé, non, le produit, il ne faut pas voir ça sur les salaires. Le problème de cela, ça c'est ponctuel. Mais je parle de salaire comme rémunération des professeurs qui prestent. C'est un travail important parce que nous formons des milliers de cadres de demain. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres que nous avons formés qui sont dans des ministères, qui sont des ministres. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mais exceptionnel. Non, mais je ne dis pas que nous ne sommes pas formés. Mais nous ne sommes pas formés. C'est pourquoi j'ai dit à chaque époque, c'est réalité. Si nous évoluons un tel président, s'il y avait la dictature où les professeurs étaient maltraités, où les professeurs ne pouvaient pas dire un mot, avec Kabila Joseph, les professeurs commençaient à parler, avec maintenant le professeur Tshisekedi, on parle. Alors il ne faut pas comparer les époques, mais aujourd'hui nous pensons comparativement avec d'autres pays de la région, les professeurs de Kinshasa sont vraiment des vrais patriotes
par rapport aux services qu'ils sont en train de rendre dans cette république. On trouve que les professeurs de Kinshasa sont gâtés parce que quand vous allez à Bikoro, vous allez à 45 km de Bukavu à Walungu, vous allez dans les fins fonds, vous voyez des professeurs qui sont contents, mais malgré la situation qu'ils vivent, ils font les pieds. Mais on voit ceux de Kinshasa et de grandes villes, vous êtes gâtés, mais vous faites tellement de bruit. Nous sommes gâtés à quoi? Vous avez des voitures, vous avez des syllabus, mais allez voir les autres professeurs de l'école primaire, par exemple, à l'Équateur. Non, attention. Ils le font avec joie. Nous n'avons jamais minimisé des enseignants de l'école primaire parce que tout le monde commence par là. Mais nous parlons des gens qui forment des chercheurs, les gens qui forment des cadres de demain, les gens qui vous ont formé, les gens qui ont formé, des gens qui parlent aujourd'hui. Comme ceux qui vous ont aussi formé. Mais c'est pourquoi je dis à chaque époque, c'est réalité. C'est pourquoi je dis tout simplement que les gens qui étaient avant nous, qui sont morts dans la pauvreté, et nous sommes là, nous allons mourir aussi dans la pauvreté. Donc, il faut toujours un jour que ces métiers soient valorisés parce que nous formons les cadres de demain. Est-ce que la valorisation ne doit pas commencer par vous-même, les professeurs d'université? Comment ça? Comment on peut? C'est-à-dire que nous sommes les matins là-bas, on donne des cours dans les auditoires qui étaient prévus à 50 étudiants, c'est maintenant à 300 étudiants, 1000 étudiants, 2000 étudiants, et le professeur est là, il donne ses enseignements. À 2 mois, 3 mois, il est décédé parce que les conditions sociales sont médiocres. Donc c'est dans ce sens-là que dit qu'on ne peut pas se surpasser. On se surpasse. Mais nous pouvons dire aussi que nous sommes au service de la nation. Ce que nous demandons, c'est rien du tout, mais il faut négocier. Le dialogue doit être permanent au lieu de faire le saut d'oreille, de ne pas écouter les professeurs. Parce que bientôt, on va reprendre les enseignements, mais il faut écouter les négociations. C'est ça ce qui est important. Deuxième chose, nous avons parlé de l'armée. Je crois que je n'ai pas compris, mais je l'ai dit, là, entre la Zambie et la RDC, je ne sais pas comment c'est passé, mais nous avons... Quand moi j'étais aux affaires étrangères, j'étais chargé de l'Afrique. Je suis parti à Zambie au moins, à Lusaka au moins, plus de 5 fois dans le cadre de la SADC, dans le cadre de l'ECOMESA. Je crois que nous avions des relations bilatérales excellentes. Je ne sais pas, ces derniers temps, comment c'est dégradé. Je sais pas. Et le président de la République siège au sein des bureaux de... Ce que je dis, je ne sais pas, je ne suis plus aux affaires étrangères parce que maintenant, l'affaire étrangère, on a donné... Il y a eu même la réunion de la SADC par... Oui, tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a le ministre des Affaires étrangères qu'il faut demander des comptes et puis il y a aussi le ministre de l'intégration régionale. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous, à notre époque, il y avait des relations excellentes parce que moi, j'étais conseiller chargé de l'Afrique. Je m'occupais de la SADC, je m'occupais de la COMESA, je m'occupais de la CAC. Donc, je crois que ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis plus aux affaires étrangères. Troisième chose, pour les sécurités à l'Est, c'est que je vous dis, il faut séparer deux choses. Il y a l'insécurité et puis il y a la guerre, l'intégrité territoriale. Dans l'intégrité territoriale, je crois qu'il faut, comme nous avons dit, il faut essayer de réorganiser l'armée. Comme je vois maintenant, nous avons une puissance de feu actuellement, parce que nous sommes comptés parmi les 10 meilleures armées de l'Afrique. Et que cela, c'est très important. Maintenant, il faut préparer l'armement psychologique. Parce que l'armement psychologique, ça dit quoi? Les conditions. Un militaire qui va à l'Est, il doit s'assurer que sa femme et ses enfants sont bien, ils sont à l'école, ils mangent bien, il ne faut pas qu'il y ait des coups de fil qui découragent. Deuxième chose, il faut préparer les renseignements militaires. Les renseignements militaires, c'est les oreilles et les yeux de toute une armée. C'est-à-dire qu'ils donnent les informations à temps réel. C'est ce que nous appelons un géostratège. Et il remet les informations à un stratège qui doit concevoir des stratégies pour donner à un tacticien qu'on appelle un colonel qui est sur la localisation du feu ou la localisation où on se bat. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'on ne peut pas faire une conception d'une stratégie sans qu'on ait des données réelles. Et qu'il faut savoir aussi, comme j'ai dit maintenant, au niveau de ce qui se passe à l'Est avec ces groupes armés qui sont fondus dans la population parce que la population est manipulée, on ne peut pas anéantir avec l'armement militaire. Il faut d'autres mécanismes parce que, comme nous avons dit, c'est une guerre asymétrique, il faut des moyens asymétriques. C'est-à-dire qu'il faut des moyens, des renseignements parce qu'on ne peut pas comprendre ces gens viennent tuer, eux on ne voit pas comme ils sont en train de venir et on ne voit pas comme ils retournent après leur forfait. C'est un peu incroyable, vous voyez ça. C'est-à-dire qu'il y avait des services qui pouvaient voir qu'ils viennent de là, ils sont en tenue, ils viennent avec des houes, on voit leur chemin de retour, on voit leur approvisionnement, et après, on fait des stratégies pour au moins terminer cette affaire-là. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faut des moyens anti-terror militaires, parce que ça peut aggraver, il faut des moyens diplomatiques et des moyens politiques. Et j'avais terminé en disant que bon, et comme vous m'avez demandé, il faut qu'il y ait la jonction toujours entre la science et la politique, c'est-à-dire que la militaire. J'ai dit parler de la commission, le comité scientifique de défense qui devait regrouper
tous les professeurs de différentes ambiances politiques pour au moins essayer de voir ce qui se passe pour étudier des stratégies, parce que ce n'est pas moi, je ne suis pas un fantassin, je ne suis pas un soldat, mais j'ai fait des études stratégiques. C'est-à-dire qu'on peut me mettre, comme vous avez vu, quand je suis arrivé ici, dès qu'on a vu mon diplôme par les Monenés, les autres, on m'a demandé de restructurer les services de renseignement militaire. C'est ce que j'ai fait par ces documents, pour moi séparer la DIMAP extérieure, la DIMAP intérieure et l'ANER, parce qu'il y avait toute une confusion totale dans les attributions et dans les activités dans les ports, dans les beaches. L'ANER qui arrête les militaires, un militaire qui arrête les civils. On ne comprenait pas rien du tout à cette époque-là. Professeur Omeyonga, un grand merci. Merci beaucoup et je pense que ce ne sera pas la dernière fois pour que je sois accepté dans votre émission. Je pense que la matière est tellement grande et complexe que je pense qu'il faut maintenant prochainement aller par module par module. Malheureusement, vous ne m'avez pas présenté au niveau au moins par rapport à ces matières-là, parce que moi, je suis quand même docteur en relations internationales de l'Université de Paris 1 Sorbonne, et j'avais un diplôme d'études approfondies, et j'ai un diplôme d'études approfondies défense et sécurité à l'Institut africain d'études stratégiques. C'est pourquoi je suis le professeur qui est attitré à donner le cours de géopolitique et de géostratégie, diplomatie et défense, à la faculté des sciences sociales et département des relations internationales. La matière grise, je suis professeur ordinaire. La matière grise pour le bien-être de la RDC, une pensée spéciale à toutes nos forces de défense, à l'armée congolaise, à la police nationale, à l'ANER, à la DEMIAP, à tous ces nouveaux recrues au sein de la police et de l'armée, aux femmes au sein de l'armée, à tout le camp Kachachi, Kambumba, tout le camp militaire Lufungula. Vraiment, nous avons une pensée spéciale pour vous parce que vous faites un grand travail. Au service aussi de l'immigration, vous faites un grand service. Beaucoup ne voient pas votre sacrifice, malgré que vous avez aussi des familles à soutenir. Vraiment, la nation congolaise et nous, le magazine Deadline, nous avons une pensée spéciale à vous. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous sur toutes nos plateformes de diffusion et suivez-nous à gogo sur les plateformes numériques. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.